La seule règle, en fait, c'est un marathon à investir, hein, donc c'est juste tenir sur la longueur le plus longtemps possible. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir Johan Lopez. Salut Johan. Salut. Tu es le fondateur de la newsletter Snowball et tu as écrit le livre L'effet Snowball ou Comment investir avec intelligence. C'est un super livre, en plus je trouve ça très intéressant parce que tu mélanges le côté plus actualité et direct dans la newsletter et le côté plus profond et on va dire méta dans le livre. Avec vraiment une première question tout de suite qui moi m'a tout de suite interpellé avec ce que tu fais, c'est très peu de newsletters ou de sujets autour de l'argent ou du développement des finances personnelles en France. Ouais. Pourquoi en fait? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que juste on est en retard par rapport aux autres pays? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses, comme toujours. Mais en effet, je pense que le côté culturel... on a longtemps été dans une... on l'est toujours un peu, où en gros, on n'avait pas forcément besoin d'investir pour s'assurer une retraite. Tu vois, on a un système français qui est quand même très spécifique, qui est différent dans les pays anglo-saxons. Donc je pense qu'on a eu forcément un attrait dans les années 60, 70, 80, etc., jusqu'à aujourd'hui, moins fort qu'aux US pour ces sujets-là, enfin de se former. Et du coup, forcément, moins de médias en parlent, parce que ça intéresse moins les gens, parce qu'ils n'ont pas besoin d'investir, quoi. Donc je pense que c'est une des raisons principales. Après, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, moi, c'est celle que je mettrais en numéro 1. Et c'est pour ça qu'aux US, on a énormément plus de personnes qui en parlent, de médias qui en parlent, de médias spécialisés qui font que ça. Donc ouais, moi je pense que c'est à peu près ça. Et du coup, cette on va dire entre guillemets non-culture de l'investissement, à l'inverse, j'ai l'impression que du coup Snowball, ça a répondu à une douleur très grande de beaucoup de monde qui avait besoin en fait d'avoir une approche peut-être plus didactique sur ces sujets, qui sort un peu plus des carcans, des médias utilisés par ceux qui, pour le coup, travaillent dans ces industries-là. Ouais, bah oui, les gens... la finance, c'est toujours un milieu que tu peux imaginer qui est assez opaque, qui fait peur, qui est un peu diabolisé, même en France, parfois, tu vois, l'argent, c'est pas bien. Et donc, le fait de prendre un ton un peu plus léger et différent des journalistes financiers et autres, je pense que ça crée une nouvelle curiosité pour des gens qui ne s'y connaissent pas trop, quoi. Et forcément, tu arrives à attirer les gens et à les garder beaucoup plus longtemps que si tu parles dans le Figaro, etc. En tout cas, pour les gens qui ne sont pas spécialisés, donc monsieur et madame tout le monde, quoi. Donc je pense que et c'est là où je vois que tu vois, on voit de plus en plus d'influenceurs, de finfluenceurs voir le jour. Alors bon, il y a eu l'effet Covid, évidemment, les marchés qui explosent. Et les cryptos qui ont vulgarisé beaucoup le sujet. Ah, exactement, ouais, c'est ça. Personne se souciait des taux d'intérêt des banques centrales, mais du coup l'univers de la crypto qui aujourd'hui du coup te dit en fait les banques centrales elles ont fait un peu de la merde, du coup en fait le bitcoin et tout ça te permet de pas être exposé à tout ça. Bon oui, je caricature, hein, c'est pas le cas, mais du coup ouais, je pense qu'il y a eu vraiment un essor et les gens cherchent un accès beaucoup plus authentique et beaucoup plus personnel que ce qu'on peut voir dans des médias classiques, quoi. On a souvent tendance à affilier, en tout cas à titre personnel, à on investit pour devenir riche. Mmh. Est-ce que toi tu ferais le même parallèle? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à cela? Ou est-ce que c'est pas être riche mais se construire une santé? Enfin, comment toi t'appréhendes ce sujet en fait entre l'investissement et la richesse? Ouais, en fait si t'as pas d'argent, tu vas pas avoir accès à plein de choses, tu vas pas avoir d'opportunités, et pareil si t'es pas en bonne santé, tu vas te limiter dans plein de trucs et c'est un peu galère, quoi. Du coup moi je me dis en fait investir, s'intéresser à l'argent, bien gérer son budget, etc. C'est pas forcément pour devenir riche, on s'en fout un peu de devenir riche. Le but, c'est d'être confortable, et chacun a sa vision de qu'est-ce que ça veut dire être confortable. Ouais, il y en a certains, ça va être prendre Mouvement Fire, ça va être prendre ta retraite à 30 ans, donc c'est ça qu'ils veulent. D'autres, ça va être de travailler à mi-temps quand j'aurai 45 ans. Enfin voilà, t'as plein de façons de voir les choses. Et donc moi, en gros, je dis investir, c'est vraiment, justement, la dernière édition de Snowball, c'était sur ça, c'était... en fait, t'achètes du temps dans le futur, quoi. C'est un peu un moyen de dire, ok... ce que j'investis aujourd'hui, en fait, ce sera dans 10, 20, 30 ans, en fait, ce sera du temps que je vais avoir, du temps libre. Et du coup, c'est cette forme de liberté, on parle souvent de ça.
Donc pour moi, voilà, investir, c'est plus s'acheter de la liberté dans un futur plus ou moins lointain. Et après, bon, potentiellement, tu peux devenir riche. Hein, et puis chacun a sa vision de la richesse. Certains, ils se disent, avec 3000 balles par mois, je me sens riche. D'autres, ça va être 10 000, 100 000, 1 million. Donc après, là, je pense que l'effet vicieux de voir que la richesse, c'est que si tu vois que ça, tu vas toujours en vouloir plus et t'as ce côté, mais en fait, t'es jamais content, t'es jamais rassasié. Et du coup, ça peut être un peu le piège à éviter, je dirais. Ouais, je comprends. Et il y a un truc qui, moi, m'a fait toujours tiquer, on va dire, avec ces sujets justement de richesse et d'investissement, c'est que d'un autre côté, la volonté de devenir riche, c'est un truc très, très impatient, en fait. Tu vois, il y a vraiment... Et d'un autre côté, j'ai l'impression, et beaucoup d'études le prouvent, qu'en fait, plus on est long terme, plus on a de chances et de gagner beaucoup. Ouais. Et c'est d'ailleurs un peu tout le sujet de l'effet snowball, qui est en fait, pour la même somme investie 20 ans plus tard, on va gagner 10 fois plus que cette somme-là à 1 an d'investissement. Ouais. Comment on réussit à être patient ? Surtout dans cet écosystème où ça monte, ça descend. Ouais. Tu l'as vu avec le Covid, là récemment, avec la crise en Ukraine. C'est clair, ouais. Il faut... Je pense que il y a une règle qui est assez... Enfin, c'est comme tout. La régularité, tu vois, c'est en train de se dire, ok, j'ai mon plan d'investissement, mais une stratégie, peu importe. La stratégie peut être toute simple, hein, c'est mettre 100 euros par mois sur une assurance vie, je dis n'importe quoi. Mais du coup, en fait, ça, tu vas faire ça et presque tu oublies. Le but, c'est aussi d'automatiser. En fait, quand tu automatises, mais en fait, ça te permet de justement, comme tu dis, de pas checker tout le temps, est-ce que c'est monté, est-ce que c'est descendu, etc. Donc, c'est de se détacher quand même un peu de tout ça. Et en fait, de se dire, voilà, c'est sur des rails, c'est en mode autopilote, et du coup, j'y touche plus, quoi. De temps en temps, c'est cool de regarder, mais voilà. Donc, je pense qu'il y a ce côté, c'est vraiment l'aspect psychologique qui est vraiment primordial, et ça s'apprend, en fait. C'est un peu comme quand tu vois, quand tu te mets à courir au début, mais en fait, t'as pas envie d'aller courir, tu galères. Après, pendant 1 semaine, c'est galère, 2 semaines, et après, au bout de 2 ans où tu cours, en fait, quand tu vas pas courir, tu te sens pas bien, tu vois. Du coup, t'as ce côté, en fait, baby steps, et au début, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de formule, enfin, de magique pour se dire, ok, ça y est, j'investis, je deviens hyper patient et tout. Non, ça s'apprend en fait, et il faut juste commencer. Et voilà, et au début, tu fais des petites erreurs, tu vas voir les marchés qui s'écroulent, tu vas vendre en panique, et puis après, tu te rends compte qu'en fait, t'aurais pas dû vendre. Et donc, t'apprends en fait au fur et à mesure. Donc, ouais, je dirais. Il y a des grandes règles, comme tu disais, dans l'investissement. Il y a cette règle que moi, j'ai beaucoup entendue qui est. Achète quand la personne, enfin achète quand les gens n'y croient pas, et vend quand la personne la moins expert y croit. Ouais, bah oui, c'est le fameux. Je sais plus quel est si ton grand-père t'en parle, c'est qu'il faut vendre. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, bah après, oui, c'est vrai. Mais encore une fois, moi, tu vois là, t'es dans une approche qui est très. Je cherche à prendre les gains, tu vois, à chaque fois que en fait ça va monter, je vais prendre les gains. Et moi, je suis pas contre cette approche, mais moi je suis plus vraiment là, ok, je dis, tu vois, j'investis, je sais pas, pour 10, 20, 30, 40 ans. Et en fait, oui, quand ça va chuter, je vais peut-être investir un peu plus, tu vois, mais je vais pas me dire, ok, là ça me paraît très haut, donc je vais vendre, je vais attendre que ça redescende. Tu vois, le côté essayer de timer le market, comme on dit en anglais, je sais pas quelle est exactement la traduction en français, mais c'est très compliqué et c'est source de stress. Et du coup, moi, en fait, je me dis que la seule règle, en fait, c'est un marathon à investir. Hein, donc, c'est juste tenir sur la longueur le plus longtemps possible. Et donc, bien acheter plutôt que bien vendre, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est d'investir le plus longtemps possible, le plus régulièrement possible aussi, parce que justement des fois ça va être haut, des fois ça va être bas. C'est le fameux le dollar cost averaging, donc qui veut dire en fait que vu que tu investis tous les mois ou toutes les semaines, peu importe, la même somme, des fois ça va être haut, des fois ça va être bas, des fois ça va être haut, et ainsi de suite. Et en fait tu lisses sur 10, 20, 30, 40 ans. Il n'y a pas de meilleure stratégie que ça. En fait, tu vois, l'investissement passif, c'est marrant, c'est je crois que ça fait mieux. Investissement passif, c'est en mode j'investis dans l'index CAC 40 ou l'index S&P 500 ou Nasdaq. Donc tu investis en gros dans toutes les boîtes, tu achètes des ETF ou autres, et en gros ça fait mieux que, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact, mais un truc énorme, que 90% des hedge funds, tu vois, qui veulent faire de l'investissement actif. Alors t'as des cas vraiment exceptionnels où voilà, Warren Buffett ou d'autres Renaissance. Ouais, voilà, c'est ça, où en fait
la grande majorité fait pas mieux que d'investir dans toutes les boîtes d'un index, quoi. Et c'est là où tu te dis qu'en fait l'investissement actif, de dire ok, bon là il faut vendre, là il faut acheter, là il faut vendre, etc. C'est très compliqué. Et pour 99% des gens comme toi et moi, enfin les gens qui nous regardent, t'as pas forcément besoin de ça, quoi. Ouais, Tu peux t'amuser de temps en temps. Non, hein. mais je comprends. Et puis après, avoir des coups de cœur ou des boîtes dans lesquelles bien tu sûr. crois. Moi, j'étais beaucoup marqué. Tu disais dans le Manal Show que tu avais fait il y a 1 an, que tu avais investi très tôt, enfin, en tout cas raisonnablement tôt dans Apple. Ouais. Et en tout cas, là, je le dis à titre personnel, au moment de l'iPhone 6, donc c'était il y a quand même quelques années, je crois que ça fait x4, x5 depuis, Ouais. avec mon grand frère, on s'était dit que c'était presque, entre guillemets, trop haut. Ouais. C'est quoi trop haut, en fait? Non, mais je pose vraiment la question sincèrement. Ouais. Est-ce qu'il y a des boîtes qui, en fait, vont continuer de, en fait, grossir et, en fait, à quelle exponentialité? Parce que Ouais. là, pour Apple, réussir à faire x4, c'est même hors du commun. Ouais. Mais d'un autre côté, si ça fait x4 dans 5 ans, on aura l'air de con de ne pas l'avoir Ouais, fait. c'est clair, ouais. Bah après, t'as Comment des boîtes, équilibrer ces raisonnements? Ouais, bah en fait, t'as des boîtes, tu vois, Apple, ils ont leur track record qui prouve qu'en fait, bah, tu vois, depuis Tim Cook, en fait, ils font, je sais plus, j'ai pas les chiffres exacts, mais chaque année, ils font une croissance comme si c'était une start-up, quoi. C'est un truc de malade. Donc, t'as des boîtes qui sont quand même exceptionnelles, tu vois, qui disent, ok, bon, là, j'ai relativement confiance, ou même des Microsoft, des Google, etc., qui sont très bons là-dedans. Après, tu as des boîtes comme Tesla, tu vois, qui font. Tout le monde dit, mais en fait, c'est beaucoup trop cher aujourd'hui. Je sais plus quelle est la valorisation, mais ça doit être 700 milliards ou un truc comme ça. Bon, ça a bien chuté là ces derniers temps. Mais tu peux te dire, ok, ça me paraît cher. Et donc, il y en a plein, tu vois, qui. Bah, d'ailleurs, comment il s'appelle? Je sais plus exactement son nom, mais le mec qui est dans The Big Short, qui avait J'ai oublié. je l'ai oublié la langue. Mais... On le mettra à la caméra. Ouais. Et du coup, en gros, ce gars, il est en mode Tesla est beaucoup trop cher, et du coup, lui, il short Tesla. Donc, shorter, c'est genre parier à la baisse. Et du coup, en fait, depuis qu'il le fait, bah, en fait, Tesla ne fait qu'augmenter. Parce que, bah, du coup, le marché pense que Tesla, dans 10, 20, 30 ans, ce sera un truc gigantesque, beaucoup plus gros que ce que c'est aujourd'hui, et on s'en rend même pas compte, quoi. Donc, en gros, tu as des boîtes comme ça aussi, où en gros, c'est le marché qui met beaucoup d'espoir dans des revenus futurs, quoi. Et après, tu as aussi le côté, tu vois, pendant le Covid, toutes les boîtes tech, elles ont été gonflées. Bien sûr. Parce que tout le monde en a investi. Et la grande majorité des boîtes étaient beaucoup trop chères, avec une valo beaucoup trop Oui, élevée. Netflix et Facebook notamment qui sont ramassés. Exactement, mais récemment. sauf que dans ces moments-là, le raisonnement de tous les investisseurs, c'est il n'y a rien d'autre à acheter. Du coup, bah, en fait, j'achète que ça. Donc, peu importe si le prix est trop cher, si tout le monde pense que le prix est trop cher, mais que tout le monde achète, bah, en fait, le raisonnement, c'est bah ouais, ok, bah, si tout le monde pense que c'est cher, bah, en fait, je continue et voilà, quoi. Mais après, en tant qu'investisseur sur du long terme, bah, t'essayes quand même d'aller viser des boîtes qui sont correctement valorisées et qui sont pas survalorisées. Alors, bah, voilà, une boîte comme Coca-Cola va avoir une valorisation très correcte, alors que des boîtes qui sont à forte croissance, bah, souvent elles coûtent plus cher. Parce que, ou à fort potentiel, ou à parce fort qu'on potentiel, parie dessus. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est là où c'est pas évident, tu vois, quand encore une fois, on en revient sur l'investissement actif ou passif. Le fait de choisir tes actions toi-même, c'est très compliqué, c'est un vrai boulot. Moi, je le fais, mais c'est plus pour m'amuser. Mais la grande majorité, normalement, doit être dans du truc passif, des ETF et tout ça, parce que tu paries sur un marché, là, tu paries pas sur une boîte, et c'est beaucoup plus, d'un point de vue probabilité statistique, c'est quand même beaucoup plus simple de parier sur l'évolution du marché américain que sur l'évolution de telle boîte. Donc voilà, donc très compliqué de savoir la valorisation, est-ce que c'est trop cher, pas cher. Alors tu as des ratios, évidemment, les personnes qui font de l'analyse technique, ils vont te dire, en fait, là, même pas que de l'analyse technique, fondamentale aussi, ils vont te dire, en fait, là, cette boîte, elle est valorisée 40 fois ses revenus futurs de l'année, c'est beaucoup trop, ou ainsi de suite. Donc, tu as des moyens, tu as des indices. Ou 40 fois ce qu'une autre boîte fait dans le même secteur. Exactement, voilà, Tesla qui est valorisée 30 fois General Motors. Ouais, ou genre 100 Renault, je crois que c'est un truc comme ça en plus. Je crois que Renault c'est 6 milliards et donc Tesla c'est 600. Mais voilà, mais du coup, là tu vois la différence, c'est qu'en fait le Tesla c'est pas que des voitures, c'est potentiellement demain des robotaxis, des batteries, du solaire et ainsi de suite, alors que Renault c'est vraiment que des voitures aujourd'hui. Donc oui, tu as des moyens aussi de se différencier, mais bon voilà, très compliqué en gros pour valoriser une boîte. Donc c'est souvent un peu casse-gueule aussi, ouais. Ça a changé quoi les cryptos dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est une des raisons principales pour lesquelles une bonne partie de notre génération se sont intéressés à l'investissement. Mm-hmm.
Et d'un autre côté, ça a l'air de pas répondre non plus à tous les codes de l'investissement bourse equity, c'est-à-dire des actions d'entreprise, quoi. C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça a changé, en tout cas dans l'univers Qu'est-ce que toi, t'as vu comme changement qui vraiment a dénoté avec ce que t'avais vu sur les equity? Je trouve que ça a rendu le tout un peu ludique, quoi. Tu vois, c'est ce côté, en gros, c'est hyper volatile. Du coup, t'as de l'adrénaline. T'achètes le Bitcoin en début d'année, en fin d'année, il a fait x20. C'est des trucs. Ouais, et puis il retombe, et ainsi de suite. C'est montagne russe, et du coup, je pense que ça a vraiment apporté ce côté jeu. Alors, c'est à la fois cool et pas cool. Enfin, un peu comme tout, hein. C'est pas 0 ou 1, mais c'est un peu entre les deux. Donc, je pense que ça a permis quand même à beaucoup de personnes de mettre un premier pied dans cet univers, justement, de l'investissement. Donc, ça, c'est top. Je pense que ça a apporté aussi ce côté, on va essayer de se libérer de la finance traditionnelle et on va essayer de créer un monde un peu parallèle. Mais bon, finalement, on se rend compte que, tu vois, aujourd'hui, on voit que le Bitcoin et toutes les cryptos sont hyper corrélés avec les marchés boursiers, etc. Oui, en fait, les plateformes qui centralisent les crypto-monnaies sont de plus en plus centralisées, comme Binance ou autres. Que même, en fait, l'Ethereum, c'est incarné par une personne qui est Vitalik. Non, mais c'est vrai. Et moi, je me pose beaucoup cette question-là parce que la révolution me semble réelle. Ouais. Et j'en ai fait une conférence à Vivatech là-dessus. Ceci étant dit, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet Tesla. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on survalorise une belle histoire, en fait, une belle vision des choses. Mais effectivement, j'ai pas l'impression que ça change tout, en fait. Ouais, je pense que on est vraiment au tout début, là. Donc, je pense que tu penses encore aujourd'hui qu'on est au tout début des cryptos? Ouais, c'est quoi, le Bitcoin, c'était 2009. Enfin, White Paper, c'était 2008 et il est sorti en 2009. Ça fait 13 ans, quoi, en gros. Sachant que tout ce qui est Web3, etc., c'est arrivé quand même beaucoup plus tard. Donc c'était plutôt 2014-2015. Ouais, exactement. Donc là, tu vois, ça fait 7 ans. C'est encore très jeune, quoi. Donc je pense que tous les cas d'usage qui vont, entre guillemets, révolutionner, alors soit la finance, soit des industries autres. C'est pas que la finance. La propriété privée avec le NFT et tout. C'est ça, la chaîne logistique, etc. Je pense on est loin d'avoir tout vu et je pense. Là, pour moi, la finance, ça a été un peu le bac à sable du Web3 parce que intéressant. On est en train vraiment de tester plein de trucs, des protocoles, etc., etc. On voit que ça fonctionne plus ou moins. En tout cas, la technologie fonctionne. Et après, c'est de se dire, ok, ça va être quoi vraiment le cas d'usage game changer ou le truc où on va dire, ok, bon là, vraiment le Web3, sans ça, on n'aurait pas réussi à le faire, quoi. Alors le Bitcoin, pour moi, je le mets même pas forcément dans ce côté Web3, etc. Pour moi, c'est vraiment un actif un peu à part entière, le Bitcoin. C'est comme de l'or. Ouais, voilà, c'est une réserve de valeur. Potentiellement, c'est le côté monnaie. Bon, on n'y est pas encore, mais potentiellement demain avec des évolutions du truc. Mais ouais, donc dur à dire qu'est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui. Je pense que ça a été très bien pour tester des nouveaux modèles. On a vu Terra, etc., avec la finance décentralisée. Il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Donc ouais, c'était un bon crash test de la technologie, mais je pense que le truc qui va vraiment révolutionner, alors soit la finance, soit autre, on l'a pas forcément encore vu, quoi. Pourquoi c'est si peu grand public dans ce cas-là? Même les cryptos, moi je me rends compte parce que je vous disais, je faisais une conférence là-dessus. Je me suis rendu compte qu'en fait on était là pour vulgariser le sujet parce que peu de gens le comprenaient, voire même s'y intéressaient. Ouais. Pourquoi des sujets aussi cruciaux en fait, même que ce qui touche à l'argent, parce que l'argent, comme tu disais, c'est un peu un passeport pour la liberté de plein de choses. Ouais. Pourquoi ça intéresse si peu de gens ou pourquoi les gens sont si distants? Je pense que il y a déjà une complexité dans le Web3. Alors ça a été, tu vois. Mais même la bourse en fait même. Ouais, même la bourse. La bourse, je pense qu'en France, encore une fois, on en revient à ce que je disais au tout début, tu vois, ce côté, en fait, je m'y intéresse pas parce que je vois pas l'intérêt que ça va pour moi, parce que ma retraite, elle est, j'ai fait 40 ans dans la boîte, je sais que je vais avoir ma retraite tranquille. J'ai pas besoin d'investir, c'est l'État entre guillemets qui investit pour moi. Ouais, je comprends. Et donc, je pense que c'est en grande partie pour ça que les gens se sont désintéressés. Et c'est marrant parce que quand tu regardes, je sais plus, mais genre dans les années 90, il y avait beaucoup plus de gens qui investissaient en bourse qu'aujourd'hui, malgré alors j'ai plus les dates exactes, mais j'avais lu ça quelque part.
Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est ouf. Tu vois, genre aux alentours de la bulle internet, parce que t'avais beaucoup, je me souviens, moi mes parents ils allaient, et tout. ils allaient à la Société Marseillaise de Crédit et t'avais le banquier qui disait là il faut acheter des actions France Télécom, c'est en train d'augmenter. Donc je pense qu'il y avait vraiment les banques qui poussaient beaucoup les gens à investir en bourse. Et après ça a fortement chuté dans les années 2000 après la première bulle. C'est 2008 qui a fait il y a eu 2000 bulles internet qui explosent, donc des gens se désintéressent parce qu'il y en a plein qui ont perdu de l'argent. Ensuite, 2008, encore plus de gens qui s'y intéressent. Donc, il y a plein de gens qui sont sortis un peu du marché de l'investissement. Et là, il y en a de plus en plus qui rentrent depuis le Covid, quoi. Et peut-être qu'il y en a plein qui vont sortir là parce que c'est en train de chuter. Bon, bref, tout ça pour dire que la France, ouais, je pense que c'est un cas particulier. On s'y intéresse pas parce qu'on voit pas à quoi ça va nous servir. Et voilà, alors qu'aux US, beaucoup plus de personnes s'y intéressent. Et c'est vraiment différent, même au UK, hein, c'est pas pareil. Oui, mais c'est étonnant parce que pourtant, on est quand même un pays qui fait énormément de paris sportifs. Ouais. Et que c'est pourtant deux choses que j'ai toujours trouvées à titre perso intimement liées en fait en termes de fonctionnement. Ok, je suis d'accord que parier sur la victoire du PSG, que ce soit en championnat ou dans un match précis, il y a presque une date limite, une date butoir. Mais d'un autre côté, quand on parie sur, je sais pas, BNP, Total, même j'ai vu que Conto récemment avait libéré des actions aussi, on parie sur des choses qu'on consomme pas. Enfin, on parie un peu pour, on parie sur des choses de la société, quoi, en fait. Ouais, je vois le truc. Bah, après, on est vraiment sur deux trucs culturels différents, je pense. Tu vois, le sport, la France, on adore le sport et voilà, ça défoule, ça déchaîne les foules, ça passionne les gens. Alors que bah ouais, l'argent, bah non, ça passionne pas les gens. Et même le business, l'entrepreneuriat, on le voit en France, on n'est pas. Les nouvelles générations, ça n'a rien à voir, mais tu me disais, on parie sur un Total, sur un Renault, ou j'en sais rien, ce que tu veux. En fait, ça, il faut avoir une certaine appétence pour le business quand même, se dire, ok, c'est souvent des gens qui aiment l'entrepreneuriat, tu vois, qui vont faire ce genre de paris. Comme c'est les gens qui aiment le foot, ils vont parier sur le foot. Mais moi, je regarde pas trop le foot, je parie pas sur le foot. Ouais. C'était venu d'où, toi, du coup? Moi, ton appétence, passion, pour ça. Bah déjà, moi, j'ai toujours adoré l'entrepreneuriat, donc je pense que c'est pour ça que quand tu vois tous les entrepreneurs, en général, c'est des gens qui aiment bien investir. Ça c'est forcément, donc moi c'est toujours un truc qui m'a passionné et du coup j'aime creuser les business, comment ça marche, etc. Et quand tu sais comment ça marche, bah tu sais que potentiellement ce que tu vas investir, bah potentiellement 10 euros ce sera peut-être 100 euros dans 10 ans. Donc ça il faut le comprendre et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Ok, si j'investis dans Tesla, bah en fait pourquoi Tesla déjà ils font quoi? Ils font des voitures, je sais pas trop ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font que des voitures? Quelles sont leurs perspectives? Quelle va être la société? Donc je pense qu'il y a quand même ce côté en France où on a un attrait pour l'entrepreneuriat qui est aussi moins fort que dans des pays anglo-saxons, encore une fois. Alors, j'ai pas fait là, on n'est pas sur des datas hyper précises, donc ce serait à creuser vraiment. J'aimerais bien savoir s'il y a une corrélation entre l'appétence pour l'entrepreneuriat et l'investissement. Ce serait un truc marrant à creuser. Moi, je le creuserai d'ailleurs. Mais ouais, donc je pense que c'est très culturel. On n'a pas forcément. Et puis il y a aussi le côté l'argent, ça a pas bon. Ça n'a pas bonne presse en France, ça change encore, tu vois, c'est toujours très tabou de parler de son salaire, combien tu gagnes, même avec tes potes, c'est pas... Il y a un entrepreneur avec lequel on travaille qui sur TikTok a fait le test de demander les salaires des gens en France, en Suisse et en Belgique, et en France il n'y a aucune réponse de quel est le salaire des gens. Ça m'étonne pas, ouais. Mais à deux niveaux, au niveau de je gagne pas assez comme au niveau de je gagne trop, beaucoup. C'est ça, t'as vraiment les trucs, les gens ont honte de gagner beaucoup d'argent en France, parce que c'est mal vu. Je pense qu'encore une fois, c'est très lié à notre système système politique ou très social, où en gros, en fait, ça peut, les entrepreneurs, tu vois, Mélenchon qui traitait les entrepreneurs, les patrons de parasites. Tu vois, c'est ce côté-là où on gagne de l'argent, mais en gros, j'ai pas trop envie de le dire parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, donc est-ce que mais je pense que c'est en train de changer et ça, c'est cool. Tu vois, il y a de plus en plus de boîtes où les salaires sont transparents. On va à LAN, il y en a plein, même chez Comet, là où je travaillais, c'était pareil. Donc c'est en train de changer, mais bon, je pense que ça va mettre quand même pas mal d'années avant qu'on arrive à des niveaux des US, ou même les US, on parle toujours des US, c'est génial et tout, mais ils ont plein de défauts et c'est pas aussi... Et du coup, même des salaires effectivement de 1 à 1000 en fonction des personnes dans la boîte. Ouais. C'est ça, ouais. Donc tout n'est pas rose là-bas non plus et tout n'est pas noir ici non plus, quoi. Donc, bien sûr. Ouais. C'est les dernières questions qu'on pose à toutes les personnes qui viennent sur le crayon. Quelle est la personne que tu aimerais voir dans ce genre d'interview ?
Alors, qui... Pas forcément d'ailleurs sur la finance, mais plus sur Ouais. l'entrepreneuriat, le business, l'innovation. Bah, moi j'adore, je sais pas s'il est déjà venu d'ailleurs, mais j'adore Jean-Charles de Allen, Jean-Charles Samuelian. Ah non, j'ai jamais reçu. Du coup, je trouve qu'il a une vision super intéressante de l'entrepreneuriat, de comment tu crées une entreprise, tu vois, de la façon dont tu gères une entreprise, l'impact que doit avoir l'entreprise. Donc ouais, je verrais bien Jean-Charles, ça pourrait être cool, ouais. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une très bonne idée. En plus, j'ai beaucoup envie de lui parler justement de cette question de transparence des salaires. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant. Ouais. Est-ce que tu as une citation, une phrase ou je sais pas, un mantra que toi tu portes au quotidien et que tu aimerais partager aux gens? Très bonne question. Alors je sais pas d'où ça vient, de qui ça vient. Bon, de toi peut-être. Non, je pense pas. Je pense que des gens l'ont déjà dit avant moi. On te créditera comme auteur de la citation. J'aime bien toujours, tu vois, ce côté genre espérer le meilleur, mais se préparer au pire, tu vois, c'est toujours, et je le dis souvent, même que ce soit dans l'investissement, enfin peu importe en fait, dans tous les domaines, tu vois, genre être toujours très optimiste, mais quand même se préparer au scénario catastrophe. Et je trouve que ça, c'est un bon truc à se rappeler régulièrement dans plein de trucs, quoi. Ah, très bien, bon, clair là-dessus. Merci beaucoup, Johan. Voilà. Et voilà, je recommande aux gens effectivement Snowball. Moi, je suis moi-même abonné et je trouve ça très très cool. Et surtout, je te félicite de pouvoir vraiment démocratiser ces sujets-là qui sont ultra importants si on veut pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui aillent conquérir cet endroit-là de la société. Ouais, le bouche à oreille a de l'effet aussi. Ouais, il a un effet boule de neige. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir suivis, les amis. Vous pouvez retrouver et la newsletter et le livre de Johan en description. Abonnez-vous, lâchez un like et un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir, c'est ce qui permet de faire grandir la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Let's begin.